Quand on pense à l'année 1968, la première chose qui nous vient en tête n'est pas forcément le cinéma, mais plutôt les manifestations, les grèves, la révolution sexuelle même. Pourtant, quand on regarde ce qui s'est passé dans le monde du cinéma et au cinéma de manière générale en 1968, on réalise que c'est quand même une année assez fondatrice qui marque un véritable tournant dans l'histoire du cinéma, en tout cas occidental. Forcément, il faut se restreindre pour ne pas que la vidéo fasse 1000 ans, du coup je vous parlerai surtout des cas en France et aux États-Unis et de qu'est-ce qui a fait de cette année une année si particulière pour le cinéma. On a trois gros événements qui font de 1968 une année assez particulière pour le cinéma français. En premier, on a l'affaire Langlois. Début février, le cofondateur et président assez historique de la Cinémathèque française, Henri Langlois, est retiré de son poste par le ministre de la Culture de l'époque, André Malraux, pour ce qui semble être un peu des raisons floues, mais principalement des raisons politiques. Tout de suite, on a un comité de soutien qui s'organise autour de personnalités comme François Truffaut, Jean-Luc Godard ou Jacques Rivette. On a même une énorme manifestation qui a lieu au siège de la Cinémathèque. On y retrouve d'ailleurs des personnes comme Daniel Cohn-Bendit qui vont ensuite animer les événements de mai 68. Finalement, c'est fin avril, après des semaines, voire même des mois de protestation, que la Cinémathèque va récupérer son président et prendre toute son indépendance vis-à-vis du gouvernement français, qui va néanmoins réduire de manière assez drastique les financements apportés à la Cinémathèque par l'État français. Donc déjà, on voit par cette affaire qu'il y a un début de tension entre les réalisateurs et réalisatrices phares de l'époque et le gouvernement, et qu'il y a une vraie mésentente, parce que si on fait attention, les grandes figures du cinéma à l'époque étaient principalement toutes de gauche, voire d'extrême gauche, voire communiste, alors qu'au gouvernement en place on avait donc Charles de Gaulle, forcément donc de la droite qu'on appelle aujourd'hui la droite gaulliste. Deuxième gros événement, c'est ce qu'on appelle les états généraux du cinéma français, donc la formule qui est reprise des états généraux qu'on a pu voir pendant la Révolution française. À la mi-mai, on a les étudiants de ce qu'on appelle aujourd'hui la FEMIS, donc l'école nationale qui forme les réalisateurs et au métier du cinéma de manière générale, se mettent en grève pour soutenir les étudiants du quartier latin qui sont déjà en grève parce qu'on est déjà mi-mai, on est en train de commencer à voir les événements les plus violents de mai 68. Et donc dans le même coup, on a beaucoup de syndicats qui appellent à la grève illimitée, et on lance rue de Vaugirard ce qu'on va appeler les états généraux du cinéma français, qui sont donc des espèces de grosses réunions où on va remettre en cause l'état actuel du financement du cinéma. On va vouloir la suppression du CNC, donc le Centre National de Cinématographie et aujourd'hui de l'image animée. Donc on veut aussi abolir les privilèges qui engendrent le CNC, parce qu'on considère ça comme une structure un peu d'oppression, une structure privilégiée donc de la classe dominante, parce que tout ça c'est sur fond de la lutte des classes. Et finalement, il va y avoir de nombreux manifestes, des édits, on va avoir énormément de productions écrites suite à ces états généraux, mais rares sont celles qui vont donner lieu à des décisions concrètes et réelles dans les faits. Et le troisième événement du coup, c'est le fameux Festival de Cannes. Cette année, on a beaucoup parlé du fait que 2020, c'est la deuxième fois seulement que le Festival de Cannes a été annulé depuis sa création en 1945. Il faut savoir que là, pour le coup, la première fois c'était mai 68, parce que le Festival de Cannes a lieu les deux dernières semaines de mai généralement, et là il a été annulé pour cause justement des grèves. Concrètement, pour avoir une petite chronologie, le 10 mai le Festival de Cannes s'ouvre alors qu'on a déjà des débuts de grève à Paris. Du 11 au 16 mai, il suit son cours, mais en même temps il est vivement critiqué même par les réalisateurs sur place qui disent que c'est pas très normal que toute la France soit en train de s'embraser et qu'à côté à Cannes on fasse la fête du cinéma. Le 17 mai, les fameux états généraux dont on vient de parler demandent la fermeture totale et absolue, la clôture du Festival de Cannes, et donc on organise un débat, une espèce de table ronde à Cannes même, autour de notamment Jean-Luc Godard qui va être très vocal sur le fait de ne vouloir annuler et arrêter totalement le festival. Ce débat va donner lieu à une dispute qui va finir par un combat presque physique à la fin. Et le fameux point d'orgue, c'est pendant la projection de Peppermint de Carlos Saura. On va avoir donc François Truffaut, Jean-Luc Godard et d'autres réalisateurs qui vont monter sur scène pour arrêter la projection. Ce qui est assez intéressant, c'est que le réalisateur lui-même du film va monter sur scène avec eux pour dire vous avez raison, je suis très fier de mon film, mais en même temps ce qui se passe en France c'est beaucoup plus important que mon film en lui-même, donc on doit arrêter la projection, on doit arrêter Cannes. Donc le film est projeté quand même, à la fin on organise une espèce de débat, encore une fois ça tourne au conflit physique, et le 19 mai on a un vote à l'unanimité qui annonce la clôture du Festival de Cannes 5 jours avant sa fin officielle qui devait donc être le 24 mai. On a eu quelques projections, mais pas tous les films ont été projetés et aucun ne recevra de prix, aucun ne sera le frappé du sceau Festival de Cannes, et le CNC de l'époque s'excusera auprès des délégations étrangères au nom du cinéma français de tous les événements qui se sont passés pendant Cannes. Alors je voulais vous lire une citation de la réalisatrice et monteuse Jackie Reynal de l'époque qui a dit: en mai 68, nous avons considéré qu'il fallait nous organiser, non pas sur le modèle des partis politiques, mais précisément en tant que cinéastes, poètes, marginaux. Par exemple, avec Godard et Garrel, nous avons utilisé la Lancia Grand Sport décapotable d'Alain Jouffroy, donc une voiture, pour suivre les manifestations avec une caméra 35 mm, et comme c'était une voiture de luxe, les CRS qui attendaient les manifestants nous laissaient passer. Merci. On dit pas merci à un flic. Tu lui dis crève sa rogne, enculé, je te prendrai par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. C'était ça qu'il fallait lui dire, rien d'autre.
moi je trouvais cette citation super intéressante parce qu'en effet à ce moment-là on a pas mal de réalisateurs, notamment Jean-Luc Godard, c'est la troisième fois que je pense que je le cite dans cette vidéo, qui allaient aux manifestations, qui se contentaient pas juste de les commenter à côté, qui allaient vraiment aux manifestations, qui les filmaient, et on va y venir, c'est comme ça qu'on va avoir le cinéma de ce qui va nous rester ce fameux mois de mai 68, et juste de manière générale de cette année 68, on va avoir pas mal de traces écrites par le cinéma. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on va voir en salle l'année 1968 en France? Juste avant, on y voyait La Chinoise de Godard, qui était un film profondément maoïste, qui a pas beaucoup plu. Après, on pouvait y voir L'une chante, l'autre pas de Varda, qui est une espèce de rétrospective des luttes féministes en passant par mai 68. Et pendant, on y voyait Actua 1 de Philippe Garrel, Oser lutter, oser vaincre de Jean-Pierre Thorne, ou encore Classe de lutte du groupe Medevekine. Alors, ce groupe, qu'est-ce que c'est? C'est concrètement un groupe de techniciens qui a été rassemblé par notamment Jean-Luc Godard et Chris Marker, et qui décide que faire du cinéma, ça doit suivre tous les autres idéaux de démocratie qu'on a, de démocratie directe, pas représentative. Donc le réalisateur n'est pas la personne qui fait les choix sur le tournage, tout le monde les fait à voix égale, on fait un vote à chaque fois à l'unanimité pour chaque décision, et le cinéma n'est plus l'œuvre d'un artiste, n'est plus vraiment la voix d'un artiste, mais collectivement la voix d'un groupe qui décide de manière commune comment est-ce que le film va avoir lieu. Et le cinéma doit absolument laisser transparaître la lutte des classes et la classe qui est dominée, qui essaie de reprendre son pouvoir par le cinéma. Donc ça c'était un peu le cheval de bataille de Godard à ce moment-là. Et a posteriori, même les réalisateurs de l'époque, comme Jacques Rivette par exemple, disaient que les seuls véritables films qui sont d'une certaine conséquence pendant mai 68, ce sont ceux qui ont été faits par les techniciens, par les gens qui luttaient réellement à ce moment-là. Donc selon Jacques Rivette toujours, le seul film c'est Reprise du travail aux usines Wonder, qui est en fait un plan séquence de 10 minutes signé des étudiants de l'EDEC, donc la FEMIS actuelle, où on voit vraiment la rage des travailleurs. Donc ça c'était plutôt du côté français. Maintenant du côté américain, c'est un peu plus compliqué parce que l'histoire des États-Unis est mêlée intrinsèquement à l'histoire de la censure au cinéma, et surtout parce que 1968 c'est le point culminant de l'escalade de la violence de la fin de la décennie 1960. Donc en fait en 1968 on est déjà passé par les assassinats de Martin Luther King, de Malcolm X, de JFK et de son frère Bob Kennedy, et justement Bob Kennedy est mort à Los Angeles, donc là où est Hollywood, et à ce moment-là on parle beaucoup de l'influence du cinéma et de la télévision, donc de l'audiovisuel de manière assez large, sur la société américaine. On a l'impression que si on voit de la violence au cinéma, on va forcément avoir de la violence dans la vie réelle, et qu'il y a une relation de causalité entre les deux. En parallèle, la jeunesse américaine est en train de se faire tuer au Vietnam et est en train de commettre des atrocités, surtout au Vietnam, et la jeunesse américaine toujours se demande pourquoi. C'est la résurgence et la création du mouvement des hippies qui commence à dire non à la guerre. On a toutes les personnalités comme John Lennon et Yoko Ono qui sont en train de dire la guerre c'est pas utile, make love not war, c'est le moment de Imagine, c'est le moment de tous ces mouvements anti-guerre et profondément pacifistes. Et donc au cinéma on a des gens comme Jerry Paris qui est un acteur qui font des déclarations dans une archive de Variety, donc le journal de cinéma d'Hollywood, de l'année 68, donc cet acteur qui disait moi je veux arrêter de jouer dans des films violents, et nous en tant qu'artistes on doit être responsables collectivement et ne plus montrer de violence au cinéma, parce que c'est ça qui crée de la violence dans le reste de la société américaine. Donc ça c'était chez Variety, et à côté de ça chez l'Express, une que j'ai pu trouver de l'Express de 1968, on se demande pourquoi est-ce que Lyndon Johnson, le président de l'époque, demande une forte régulation des armes à feu dans le cinéma, alors que lui-même n'a pas instauré ces mêmes régulations pour les armes à feu dans la réalité. Et si on fait une espèce de translation de ce débat à aujourd'hui, c'est plus tant le cinéma mais plutôt les jeux vidéo. On se dit est-ce que les jeux vidéo ne sont pas un peu une corruption de la jeunesse qui leur donne des idées de violence? Et donc c'est un débat qu'on peut retracer à vraiment il y a très longtemps. Il y a toujours eu cette idée de si on voit des choses violentes devant nous, si on est influencé dans la culture qu'on consomme à de la violence, on va faire la même chose dans la réalité. Et c'est un débat vieux comme le monde. Si on remonte même à la Grèce antique, il y avait un débat entre ceux qui pensaient que voir de la violence ça allait créer la catharsis et qu'on allait plus avoir envie de le faire, et ceux qui pensaient que voir de la violence au contraire ça allait donner lieu à encore plus de violence dans la réalité. Et donc toujours pour reprendre des citations, dans l'Express de 1968 on a Jean-Pierre Melville qui est un réalisateur français qui disait « C'est toujours le cinéma qui sert de bouc émissaire dans les périodes de crise, il faut refuser ce genre de procès. Quand j'ai vu pour la première fois Scarface à l'âge de 14 ans, je n'ai pas dit quand je serai grand je serai gangster, j'ai dit plus tard je ferai des films. » On a un peu la même chose avec François Truffaut qui disait par exemple que quand Lincoln a été assassiné, il n'y avait pas encore de film, et pourtant il y avait des gens pour dire que c'était peut-être parce que les pièces de Shakespeare étaient trop violentes.
Donc voilà, c'est un débat assez récurrent qui se retrouve très bien dans l'année 68 pour une autre raison, pour essayer de comprendre un peu cet esprit d'autocensure, parce que c'est quand même un acteur qui en 68 a dit je vais arrêter de jouer dans des films violents. Donc si on remonte un peu dans le passé, on va parler du Code Hayes. Le Code Hayes, c'est un code qui a été mis en place par un sénateur américain du même nom, qui impose à partir de 1930 un code de conduite à tous les artistes et principalement les réalisateurs et réalisatrices américains et américaines. Donc selon les mots du sénateur Hayes, c'était interdire les films portent atteinte aux valeurs morales des spectateurs. Seuls des standards corrects de vie soumis aux exigences du drame et du divertissement seront présents. Le texte est concrètement rédigé par des jésuites et donc des autorités religieuses américaines et empêche la diffusion de crimes, d'abus de drogue ou d'alcool, de sexe. Concrètement, on est sur décence, patrie, religion. Et c'est comme ça qu'on commence à voir des changements. Le changement le plus proéminent, c'est celui de Betty Boop, qui était un personnage féminin très sulfureux, très sexy. Si vous regardez les anciens comics de Betty Boop des années 20, et le passage aux années 30 où elle a des jupes qui descendent en dessous du genou, où elle recouvre un petit peu plus sa poitrine, ou juste le personnage de Betty Boop est de manière générale moins déluré, et je mets de gros guillemets entre ce mot, mais donc concrètement c'était un peu plus de morale au sens morale puritaine américaine qu'on voulait mettre dans le cinéma. À la fin des années 60, le Code Hayes est abrogé, mais en fait il est juste remplacé par le système de ratings de la MPAA, donc c'est concrètement moins de 13 ans, moins de 17 ans, qui est encore en vigueur aujourd'hui, et qui encore aujourd'hui cause débat parce qu'on a souvent des films déconseillés au moins de 13 ans et on comprend pas exactement pourquoi, ou moins de 17 ans, on comprend encore moins pourquoi. Mais tout ça pour dire que au moment où il a été abrogé, c'est la fin des années 60, donc c'est juste au moment de 1968 justement, et c'est le moment où on voit arriver de nouveaux réalisateurs comme Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Scorsese énormément, et tout ce groupement de réalisateurs un peu subversifs pour l'époque, qu'on appelle la génération du nouvel Hollywood, et qui vont un peu faire renaître de ses cendres un cinéma qui était devenu très dans les cadres très peu subversif, et surtout même très peu qui colle très peu à la réalité. On avait un cinéma très évidemment blanc qui se conformait aux réalités que voulait donner le gouvernement au reste des Américains. C'est le moment aussi où on a énormément de comédies musicales très joyeuses, très joviales, qui correspond à évidemment du très bon cinéma aussi. Moi je suis une très grande fan de comédies musicales des années 40, 50, 60, mais c'est aussi pour édulcorer un petit peu la réalité, pour montrer une Amérique qui n'est pas forcément l'Amérique commune à tous et toutes. Bon, c'est moi au montage, et je me suis juste rendu compte que je m'exprime pas forcément très bien sur ce que j'étais en train de dire à l'instant. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on arrive à la fin des années 60 à un ras-le-bol de ce cinéma. Donc dans les années 60, on voit pas forcément la masse de comédie musicale parce que justement c'est un genre qui commence à s'essouffler. C'est plutôt les années 50, voire avant. Et les années 60, c'est ce moment charnière où on commence à voir beaucoup du nouvel Hollywood, mais qui va vraiment arriver que dans les années 70. Mais en même temps, on n'est plus trop sur du cinéma très édulcoré des années 50. Donc les années 60, c'est vraiment une espèce de passage à la suite, quoi. Donc en salle aux États-Unis en 1968, l'humeur n'est pas vraiment à critiquer la société, pas encore, ça va venir juste après comme on l'a dit avec le nouvel Hollywood. En 1968, les films les plus rentables au cinéma en tout cas, c'est surtout donc la comédie musicale Funny Girl avec Barbara Streisand et Omar Sharif, c'est une comédie avec Jack Lemmon comme d'habitude, c'est un thriller mais bof bof avec James Dean, donc un très bon film mais quand même assez calme par rapport à ce qu'il y a ensuite. Mais on a d'un autre côté les premiers films du nouvel Hollywood qui commencent à arriver avec des réalisateurs qui commencent à questionner la société, à se dire c'est peut-être pas exactement ce qu'on montre au cinéma, ce qui se passe dans la vraie vie, donc peut-être on va montrer un peu plus ce qui se passe dans la vraie vie. Concrètement, 1968, c'est un tournant dans l'histoire du cinéma, et comme souvent dans les révolutions, il est question de changer la perception de la réalité. On va en salle pour oublier le quotidien, ou alors au contraire pour voir notre quotidien sous un nouvel aspect, pour comprendre un peu mieux par l'image ce qu'on vit tous les jours. Pour réussir à s'identifier, faut de réussir à le faire dans la vraie vie ou en politique. 1968, c'est un véritable désenchantement. Les Américains réalisent que la guerre c'est peut-être pas toujours une victoire, que l'American Way of Life n'est pas commun à toutes et tous, que c'est pas un modèle unique de la maison en banlieue avec la voiture, le papa qui travaille, la maman qui attend et tout le monde est blanc, tout le monde est heureux. L'expérience de l'Amérique, on le réalise à ce moment-là, ou plutôt certaines personnes le réalisent à ce moment-là, diffère selon où on est né, de quelle couleur on est né et avec qui on a grandi. En France, la désillusion aussi est très forte. On a une dichotomie cette fois-ci plutôt entre la jeunesse qui demande plus de droits, plus de liberté sexuelle, plus de liberté d'être qui on a envie d'être, et la génération qui est au pouvoir, qui réalise qu'elle est un peu vieillissante et qu'elle a comme vision pour la société n'est plus vraiment ce que la société en demande. Là encore, l'expérience de la réalité est multiple, et comme souvent pendant une révolution, on a une partie de la population qui réalise que son expérience de la réalité n'est pas l'expérience généralisée à tous. Ce qu'on pense être commun et la norme n'est finalement pas le dogme qui vaut pour tout le monde. Ce que traduisent les écrans de cinéma en 1968 et surtout ensuite, c'est cette envie de voir ce qu'on vit nous comme expérience à l'écran. Et c'est un peu ce qui se passe encore aujourd'hui quand
on demande plus de diversité, c'est une envie de voir les expériences que certaines personnes qui sont quand même assez nombreuses vivent dans la vraie vie, traduite au cinéma, qui est une forme d'art qui transcende un petit peu la réalité pour la montrer de manière augmentée ou réduite ou transformée ou autre, mais qui montre quand même un certain aspect de la réalité. 1968 au cinéma, c'est pas simplement une année, c'est même pas une transition ou un point d'orgue, c'est une véritable aspiration à mieux faire, une aspiration à changer, à montrer le mieux, c'est une petite révolution. Ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a vraiment... j'ai beaucoup aimé la rédiger, la filmer, j'ai beaucoup aimé vous parler de ce sujet qui moi me tient à cœur. J'adore l'histoire du cinéma et l'histoire de manière générale et donc ça m'arrive rarement mais comme ça vous en parlez un petit peu plus en détail ici et vous raconter un petit peu ce fragment de l'histoire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu donc j'espère que c'est quelque chose qui va vous plaire aussi et si c'est le cas dites-moi si vous voulez que je vous parle d'autres moments de l'histoire, pas forcément du cinéma occidental, pas forcément du cinéma des années 60, peut-être même ce qui se passe un peu aujourd'hui, donc voilà, dites-moi si c'est quelque chose qui vous plairait un peu plus. Moi je vous retrouve très vite et je vous dis à bientôt.